Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les rêves prémonitoires, c'est sans doute le phénomène paranormal le plus couramment vécu. Beaucoup d'entre nous n'en vivront qu'un seul dans leur vie, certains plus et d'autres en vivront périodiquement tout au long de leur existence. Alors, qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qui le différencie d'un rêve normal? Est-ce un phénomène de voyance? D'où viennent ces rêves qui prédisent l'avenir? Avons-nous tous en nous la capacité de voyance, d'ouvrir cette fenêtre qui donne sur notre futur? Alors ce phénomène qui peut paraître anodin soulève en fait beaucoup de questions, des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter sinon des réponses mais au moins des débuts d'explications avec mes invités, à commencer par Bernard Auriol. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard Auriol, vous êtes médecin psychiatre et membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Oui. Vous allez nous expliquer dans la première partie de cette émission un petit peu ce qu'est un rêve prémonitoire, comment est-ce qu'on le différencie des autres, en quoi est-ce que cela consiste et si effectivement c'est le phénomène paranormal le plus couramment vécu par ceux et celles qui nous écoutent, et vous nous aiderez tout au long de cette émission à apporter des débuts de réponse, parce que je suppose qu'on n'a pas la réponse de savoir exactement ce qu'est un rêve prémonitoire et encore moins de dire d'où ça vient. On ne l'a pas. Bon, voilà, on a répondu, fermez le banc, au revoir. On va passer de la musique et à demain. Donc nous allons en parler évidemment avec vous un peu plus sérieusement et plus en détail et en profondeur. Avec nous également Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Pierre Massias qui s'occupe du site des aventuriers de l'étrange, psylan.org. Hein. Pierre, également ton avis évidemment sur les témoignages que l'on va recevoir. Grande question, grande interrogation, on essaye de trouver des pistes. Ouais, mais on commence à voir quelques débuts de pistes quand même, hein, un petit peu. Oui, il y a quand même quelques théories qui émergent et qui restent à vérifier. Ouais. Et puis des news concernant également, on en parlera tout à fait à la fin de l'émission, notre envie de communiquer avec les extraterrestres. Là, on va basculer dans l'ufologie. Exactement, c'est SETI a un projet qui cherche à détecter des signaux
extraterrestre intelligent, Ouais. qui a un petit souci ces temps-ci, on en reparlera. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Avant la fin de cette émission, si vous avez vécu un rêve prémonitoire, eh bien vous le savez, ce soir notre standard vous est ouvert, est à votre entière disposition. Morad vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également me joindre par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez ensuite votre texte, votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrive directement sur l'écran que j'ai sous les yeux et je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Pierre Massias et de Bernard Auriol, je le rappelle, Bernard Auriol, médecin psychiatre et membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International. Bernard Auriol, le rêve prémonitoire, je crois que c'est un des phénomènes paranormaux, j'allais dire les plus anciens, non, mais dont on connaît l'existence depuis fort longtemps finalement. Peut-être oui, un des phénomènes parmi les plus anciens, peut-être. Nous le partageons d'ailleurs avec d'autres êtres vivants, d'autres mammifères par exemple. Ah bon, ouais. Pourquoi pas, dans la mesure où si ce type de capacité existe réellement, eh bien il permettrait évidemment de prévoir l'attaque d'un prédateur par exemple, et il serait très avantageux pour une proie de savoir qu'il va être attaqué. Donc il n'est pas absolument interdit de penser que puisque l'animal rêve, il puisse avoir également des rêves prémonitoires. Bien sûr, nous n'en avons aucune preuve. Ouais. Et alors, le rêve prémonitoire, on dit que c'est le phénomène paranormal le plus couramment vécu. En tout cas, c'est un phénomène qui est très couramment vécu. Le plus couramment vécu, peut-être il partage cette fréquence avec le sentiment d'être regardé. Vous savez que parfois on a le sentiment d'être regardé. On a démontré récemment d'ailleurs qu'il y a une zone du cerveau particulière qui parle à ce niveau. Donc le sentiment d'être regardé ou le rêve prémonitoire sont en effet des phénomènes qui sont revendiqués par énormément de gens et dans énormément de circonstances. Ouais. Alors comment est-ce qu'on peut différencier le rêve prémonitoire d'un rêve classique ? Vous savez, je pense que le rêve classique a de multiples fonctions, comme par exemple de nous permettre d'augmenter notre créativité, de nous relier à nos origines, de monnayer nos expériences anciennes et de les marier avec nos expériences récentes, de réaliser des désirs comme Freud l'a montré. D'ailleurs, il pense que c'est à l'origine de toutes les formes de rêves, y compris des rêves prémonitoires. Et dans le rêve prémonitoire, la différence, c'est évidemment que ce rêve va connaître une réalisation ultérieure, alors que dans le rêve courant, il y a beaucoup de références au passé. Nous avons l'impression que des choses retrouvent des événements de l'enfance ou des événements même du jour même, mais du jour même qui vient de passer, pas du jour qui va venir. Et dans le rêve prémonitoire, bien sûr, l'intérêt, c'est que les images nous branchent sur quelque chose qui n'est pas encore là. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence d'intensité entre les deux rêves, de précision, Je n'irai pas jusque-là. Il est possible que certains rêves prémonitoires soient extrêmement précis, extrêmement forts, extrêmement puissants, surtout s'ils ont trait à des événements tragiques, par exemple, ou merveilleux, ou très agréables. Mais ils prennent ce caractère de précision, à mon avis, du fait que l'événement auquel ils se rapportent est un événement qui nous marque beaucoup. Et mais pas de précision, enfin pas plus précis qu'un rêve normal, je dirais. C'est-à-dire, si on parle de rêves prémonitoires qui nous frappent, bien sûr, ils sont plus précis. Mais il se peut que nous ayons dans beaucoup de nos rêves des phénomènes prémonitoires atténués, qui à ce moment-là n'ont pas une précision extraordinaire, mais qui sont pourtant présents dans le rêve. Et alors, c'est un phénomène qui a été largement étudié par la science ou pas plus que ça ? On ne peut pas dire que c'est largement étudié par la science. C'est plus étudié peut-être par la littérature que par la science. Mais il est vrai que c'est pas très facile à étudier aussi, puisque
le rêve se déroule comme il veut, alors que la science en général veut se donner un protocole précis, reproductible, Oui. Répétitif, et ceci n'est pas... Les rêves prémonitoires sont plutôt du genre événement spontané, si vous voulez. Ils ne sont pas là quand même toutes les nuits, ils ne sont pas là dans tous les rêves, puisque nous faisons plusieurs rêves par nuit, et par conséquent, nous ne pouvons pas maîtriser le lien entre les rêves et les événements du futur d'une manière systématique, parce qu'il faudrait prendre en charge trop de nuits chez trop de personnes. Oui. En revanche, quand on fait, par exemple, en ce qui me concerne, je ne me rappelle pas de mes rêves. Je me réveille le matin, pas de, comme peut-être beaucoup d'entre nous. Oui. En revanche, les rêves prémonitoires, chez des gens comme moi qui ne se rappellent pas de leurs rêves, restent. Et là, déjà, ça, ça surprend, ça étonne. Oui, je pense que ça ressort de ce que je disais tout à l'heure, c'est de la fonction de ce rêve prémonitoire. S'il a une fonction qui nous permettra de mieux survivre, par exemple, ou qui nous permettra de réaliser quelque chose, ou d'avoir une action sur notre futur, il est évident qu'il devient plus intéressant que simplement de ressasser un événement du passé. Mais on peut trouver des événements extrêmement fort dans des rêves du passé, surtout par exemple lorsqu'on a été victime d'un stress important. Par exemple, les gens qui ont vécu la ZF de manière très proche, et ils en ont rêvé des nuits de manière extrêmement précise. Donc on ne peut pas dire que la précision, la force du rêve soit liée uniquement au rêve prémonitoire. Ça peut aussi exister pour des rêves concernant le passé, si l'événement en question est fort. Donc que l'événement soit futur ou passé, à mon avis, il peut provoquer des rêves précis et forts. Nous allons avoir avec nous pas mal de témoignages. Déjà, ça résonne au standard au 0826 300 300. Commençons par accueillir Patrick qui nous appelle du Gard. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Alors, Patrick, vous allez nous raconter un rêve que vous avez vécu, un rêve qui s'est révélé être prémonitoire. Ça remonte à combien de temps ? 4 à 5 mois d'ailleurs à peu près. Ah oui, donc c'est assez récent finalement, hein ? Oui, c'est assez récent. Oui. Et alors, je posais la question à Bernard Auriol, mon invité, en ce qui concerne l'intensité du rêve prémonitoire. Pour vous, vous avez senti le matin en vous levant d'entrée que c'était un rêve différent des autres ? Je ne pensais pas qu'il soit prémonitoire, mais il m'avait choqué par la précision. C'est peut-être tout ce que j'ai rêvé était très clair, très précis. Donc en me réveillant le matin au petit déjeuner, j'ai tout raconté à mon épouse. Parce que ça m'avait choqué par la précision. C'est vrai que souvent les rêves sont assez confus, il y a plein de situations qui se mélangent. Tandis que là, il y avait une chronologie bien respectée, une action qui était bien très précise. Bon, mes yeux, c'était très clair. Mais je ne pensais pas que c'était un rêve qui allait se réaliser. Où on allait avoir beaucoup de concordance avec ce qui allait se passer par la suite. Alors, racontez-nous ce rêve que vous avez eu il y a donc 5-6 mois de cela. Dans le rêve, je suis chez moi, je suis à l'extérieur de chez moi, donc devant ma maison. Et je vois un hélicoptère qui vole, qui est assez élevé et qui vient d'une direction assez précise. Je parlerai après parce que ça a aussi son importance. Puis tout d'un coup, il baisse d'altitude, il passe en rase-monte, et là, il va s'écraser à l'entrée d'un bois qui est à côté de chez moi, à 200 mètres, à peu près. Donc là, dans mon rêve, toujours, j'accours vers l'hélicoptère. Il y a une personne qui est morte dans l'hélicoptère, le pilote. Je connais cette personne, dans mon rêve, je la connais. Et puis après, dans le rêve, il y a plein de gendarmes qui arrivent autour de cet hélicoptère et qui font enquête, qui essaient d'enquêter sur cet accident. Voilà. Et l'hélicoptère est bleu. L'hélicoptère que je vois est bleu marine. Bon. Voilà. Ça aussi, c'est un détail qui m'avait bien frappé, qui était très précis. Voilà. Et là, mon rêve s'arrête là. Ok. Et donc, vous racontez ça à votre épouse ? Voilà. Le matin, donc, au petit déjeuner, je raconte ce rêve parce que il m'a choqué par sa précision, mais je l'ai pris plus à la rigole, de manière, on en a rigolé. Oui, à la légère, parce que bon. Voilà, oui, c'était un rêve comme un autre pour moi. La seule chose qui me frappait, c'était sa précision, tous les détails qui étaient très, très précis. Voilà. Et alors, quand est-ce que vous avez compris que c'était pas un rêve comme les autres finalement ? Alors, le jour même, donc à midi, vers 13h, c'était. Donc là, il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui vole qui passe donc au-dessus de chez moi, qui vole très bas. Je comprends que cet hélicoptère fait des recherches. Il vole au-dessus des bois, au-dessus des habitations.
Alors déjà, je dis tiens, je trouve un petit rapport avec mon rêve. Ouais. Après, il y a des gendarmes qui passent dans toutes les habitations du village où j'habite, avec une photo d'une personne qui est portée disparue, une personne que je connais. Cette personne est portée disparue, donc les gendarmes recherchent apparemment cette personne. Et vers 18h, on apprend, c'est un petit village, donc les informations circulent vite, que cette personne est retrouvée morte. Voilà, d'une mort violente. Oui. Donc, il n'y avait pas de raison, cette personne n'était pas malade à mes yeux, il n'y avait pas de raison qu'elle décède, quoi, donc c'était... Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais de la direction de l'hélicoptère dans mon rêve. C'est vrai que ça, c'est en me repassant le rêve que je m'en suis rendu compte, l'hélicoptère arrivait de la direction d'où habitait cette personne, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un détail supplémentaire important. Voilà. Et dans votre rêve, vous nous avez dit que vous aviez vu le pilote de cet hélicoptère mort. Oui. Hein, et que vous le connaissiez. Oui. Est-ce que cette personne que vous avez vue dans votre rêve était la même personne qui a été portée disparue et qui malheureusement a été... Non, pas du tout. Alors, c'est deux personnes que je connaissais, mais il n'y a aucun rapport en plus entre les deux. Ouais. Je ne pense pas qu'elles viennent de parenté, je sais pas. Et il n'y a aucun rapport. Quoi. Je connais les deux personnes. Dans le rêve, je reconnais très bien cette personne. Et après, la personne qui est malheureusement décédée, mais je la connais bien aussi, mais qui n'a rien à voir avec... Ouais. Voilà, Donc, alors ça fait... Oui, pardon. Non, je vous en prie. Donc, les points communs, c'est cet hélicoptère bleu, oui. La présence des gendarmes tout autour de la maison, comme dans votre rêve. Oui. Et puis, le fait que la personne qui est décédée, ce soit une personne que vous connaissez. Voilà, Ouais. Voilà, c'est des points communs. Qui m'ont semblé bizarres. Et la personne qui est décédée, elle est décédée quand? Est-ce que vous l'avez appris par la suite? Elle est décédée, je veux dire, la nuit où vous avez fait le rêve ou avant? Ah oui. Elle est décédée apparemment dans la nuit où j'ai fait le rêve, oui, c'est ça. Ouais. Je crois de lundi au mardi ou bon bref. Oui, enfin. Cette nuit, ouais. D'accord. Patrick, vous restez avec nous, on fait une pause et ensuite on discute de ce rêve très particulier que vous avez fait avec mes deux invités, le docteur Bernard Auriol et Pierre Massias. 0826 300 300. Vous le savez, si vous avez fait des rêves prémonitoires, vous pouvez nous appeler. Morad est au standard pour recueillir vos appels et vos témoignages afin que vous puissiez venir nous rejoindre dans cette émission, Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et nous raconter votre rêve et ensuite essayer ensemble de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange. Avec mes invités, nous ouvrons le dossier ce soir des rêves prémonitoires en compagnie du docteur Bernard Auriol de l'Institut Métapsychique International et puis Pierre Massias qui est le webmaster du site internet psyland.org, je cherchais voilà, qui est le site de référence en ce qui concerne l'information du monde paranormal en France et des aventuriers de l'étrange. Et puis Patrick Dugard qui est en notre compagnie. Alors Bernard, que pensez-vous de ce rêve qu'a vécu Patrick? Cet hélicoptère comme ça qui passe au-dessus de chez lui, cette concordance avec une personne décédée qu'il a vue dans son rêve, une personne décédée que les gendarmes recherchent et retrouvent, qui est décédée visiblement le soir, la nuit où il a fait ce rêve, et puis les gendarmes. Enfin bref, il y a beaucoup de corrélations, quoi. En effet, et je pense que ce rêve pose évidemment deux problèmes. Il nous donne déjà une qualité très très bonne de précognition, c'est-à-dire que on voit que la prémonition est très juste. Il y a plein de choses qui se vérifient, des détails extrêmement précis. Donc il a une grande valeur du point de vue d'une investigation parapsychologique. Et par ailleurs, il comporte des éléments de déplacement des images ou des informations qui lui donnent une deuxième valeur, c'est de permettre de tenter de comprendre ce qui se passe dans un rêve prémonitoire par rapport à ce qui serait une simple connaissance, une simple mémoire du futur. Ou en tout cas, si on compare la prémonition à une mémoire du futur, il faudrait dire que, comme dans la mémoire normale, la mémoire du passé,
notre mémoire transforme les événements, et en particulier dans le rêve. Il faudra bien montrer qu'il y a des phénomènes, par exemple, de substitution ou de déplacement dans nos rêves vis-à-vis des personnages que nous aimons, que nous détestons, ou avec qui nous sommes en relation. Oui. Et on dirait que ce type de phénomène se produit aussi dans le rêve prémonitoire de ce monsieur. Bien sûr, à l'antenne, ce n'est peut-être pas possible, mais il serait tout à fait intéressant de savoir quelles étaient ou quelles sont ces relations profondes vis-à-vis de la personne qui est réellement décédée et vis-à-vis de la personne qu'il connaissait et qui dans le rêve était décédée mais qui dans la réalité ne l'était pas. Tout à fait. Patrick, vous êtes toujours avec nous? Oui. Est-ce que vous avez vécu d'autres rêves prémonitoires tout au long de votre vie? Non, enfin, aussi précis que ça, non. Ce qui se passe parfois, c'est dans la journée, il y a une situation, on se dit, ça je l'ai rêvé, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un rêve prémonitoire. Ouais. Des petites situations qui arrivent quand on se retrouve dans une situation dans la journée, on se dit, oh là, mais ce truc-là, je l'ai rêvé. Alors je ne sais pas si on l'a vraiment rêvé ou... C'est difficile à déterminer, mais à mon avis, on ne peut pas exclure qu'il y ait dans ce type de phénomène une part de prémonition, simplement qui n'a pas la force, si vous voulez, de ce rêve que vous nous avez rapporté. C'est-à-dire que là, la netteté a disparu parce que justement l'événement est peut-être moins important, moins intéressant, moins émotionnellement perturbant que celui que vous nous avez décrit. Ouais. Vous aviez le même type de relation avec la personne que vous avez vue décédée dans votre rêve et celle qui est décédée réellement. C'est une relation amicale, une connaissance, quoi. La personne qui est décédée, je l'ai côtoyée beaucoup plus que celle que j'ai vue morte dans le rêve. C'est deux personnes de sexe opposé déjà. Ouais. Mais après, je connaissais beaucoup mieux la personne qui est décédée que la personne que je vois décédée dans le rêve. Ouais. En étant simpliste, on pourrait peut-être dire que dans le fond, cette substitution de personnes était une façon d'économiser vos émotions. C'est-à-dire que si vous la connaissiez moins, c'était peut-être plus pratique d'imaginer que c'était elle qui était morte plutôt que celle qui est réellement morte et que vous connaissiez davantage. Je sais pas, c'est possible. Peut-être, oui. Pierre, je suppose que tu es d'accord avec le docteur Bernard Auriol pour dire à Patrick que c'était effectivement, que c'est un rêve prémonitoire qu'il a vécu. Oui, tout à fait. Et il est extrêmement difficile d'intervenir après Bernard Auriol. Je me sens un peu dénué d'arguments. Je ne peux qu'aller dans son sens, peut-être en appuyant sur le fait de la difficulté d'interprétation, de compréhension de ces rêves. Dans la mesure où il y a pas mal d'éléments psychologiques de la personne qui vont intervenir, de filtres de la mémoire, d'autres filtres psychologiques qui vont intervenir et qui vont perturber donc cette interprétation. Ouais. Patrick, vous n'avez jamais vécu donc d'autres phénomènes de prémonition dans votre vie. C'était vraiment la première fois que vous voyiez quelque chose du futur de manière comme ça aussi nette. Ah oui, aussi nette, oui. Après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des fois des petits trucs, on se dit, mais aussi précis, avec autant de points communs. Ouais. Oui, c'est la première fois. Très bien. Merci beaucoup, Patrick, en tout cas. T'en prie. Je vous souhaite une très bonne soirée. 0826 300 300. Si vous avez vécu un rêve prémonitoire, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer évidemment des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre interrogation, ou même vous nous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler et vous envoyer le tout au 71 200. Bernard Auriol, il se peut que quand on fait un rêve prémonitoire, ça ouvre une porte pour pouvoir en revivre d'autres après, ou non, ça n'a rien à voir? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, non. Je pense qu'il y a des personnes qui font plus souvent des rêves prémonitoires que d'autres. Peut-être le fait d'avoir fait un rêve prémonitoire aussi significatif que Patrick a eu, peut-être ça favorise d'y être attentif par la suite et donc de repérer davantage si on en a. Il peut y avoir aussi le risque de s'inventer des rêves prémonitoires. Ah oui. Puisque, après tout, comme Freud l'a montré, on peut imaginer qu'il y ait réinterprétation du rêve entre le moment où on l'a fait et le moment où on se le raconte, ou le moment où on le raconte aux gens, ou le moment où il est, semble-t-il, réalisé.
je dois dire que Freud était extrêmement déterminé là-dessus parce qu'il refusait complètement la prémonition, qui pour lui était une aberration du point de vue de la science. Mais... Ah oui, donc Freud, qui a quand même bien étudié les rêves, pour lui, le rêve prémonitoire n'existe pas. C'est-à-dire, il est indubitable qu'il existe des choses comme les rêves prophétiques, en ce sens que leur contenu donne une sorte de description de l'avenir. Là, vous citez Freud, hein? Je cite Freud. Le seul problème est de savoir si ces prédictions coïncident d'une façon significative avec ce qui arrive vraiment par la suite. Lui, il le conteste. Mais il poursuit une chose qui va quand même beaucoup nous étonner. Je dois avouer que sur ce point, mes résolutions en faveur de l'impartialité m'abandonnent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester impartial devant les rêves prémonitoires parce que pour lui, il ne peut être que parti, c'est-à-dire il est contre. Et donc il va trouver toutes sortes d'outils pour éviter d'en admettre la validité. Ouais, d'accord. Pierre ? Oui, d'où l'importance on disait, il me semble bien que c'était la semaine dernière, que pour quelqu'un qui a l'impression d'avoir eu un rêve un petit peu particulier, même sans savoir à l'avance bien sûr que ça va être un rêve prémonitoire, mais un rêve qui lui semble un petit peu particulier, l'importance donc de le noter, de noter les détails par écrit, justement, pour que le souvenir n'altère pas justement le contenu du rêve. Donc on peut le noter de manière très précise et surtout si on a l'impression d'en avoir très souvent. On peut tenir un petit journal, un petit cahier et noter ça chronologiquement en essayant de donner un maximum de détails au moment du réveil. Avant qu'il ne s'évapore ou qu'il se déforme. Voilà. Et une bonne chose, c'est aussi de le transmettre à quelqu'un, de façon à ce qu'il y ait une sorte de témoin. Ça m'est arrivé avec une personne de Lyon qui m'envoyait chaque jour pratiquement ses rêves, et elle était persuadée qu'elle faisait beaucoup de rêves prémonitoires, mais malheureusement dans son cas ce n'était pas du tout le cas de Patrick. En réalité elle prenait pour rêve prémonitoire des choses qui n'en étaient pas du tout. Donc c'est tout à fait important de suivre le protocole que vient de dire Pierre, parce que ça nous confronte à une sorte d'objectivité, un peu subjective, mais enfin quand même une objectivité, Et là, qui permet de contrôler s'il y a un rapport. On peut reconnaître si franchement c'est un rêve prémoniteur ou pas. D'accord. Isabelle vient de nous rejoindre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors Isabelle, vous habitez dans le Tarn. Oui. Et vous avez vécu vous vivez relativement souvent des rêves prémonitoires? Souvent, on peut pas dire souvent, mais enfin, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, me semble-t-il. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un pour nous donner un exemple de ce genre de rêve? Alors, un qui a été extrêmement concret. J'ai fait un rêve une nuit j'élève des chevaux et j'ai une jument qui ne devait pas être gestante suite à une erreur de manipulation. Elle était en Normandie et on l'a ramenée trop tôt, soi-disant. Et moi, je rêve que cette jument va faire un poulain de telle couleur, un mâle, mais c'était extrêmement réel. Donc, je demande à mon vétérinaire, en lui laissant un petit mot sur la porte du box, je l'avais appelé avant et je lui dis, écoutez, venez vérifier parce que c'était tellement réel que je suis assez surprise. Et effectivement, en examinant l'animal, il dit, cette jument est gestante. Et la surprise a été de voir exactement 10 mois plus tard un poulain mâle de Robalzane. Comme vous l'aviez vu dans votre rêve. Exactement, c'est ça qui est impressionnant. La naissance a été pareille. C'est-à-dire, cette naissance, vous l'avez vécue dans votre rêve? Oui, tout à fait. La situation, j'ai vécu, mais vraiment avec des mois de décalage, la même scène. C'est impressionnant, quoi. Enfin, ça m'a vraiment surprise, c'était la première fois que ça m'arrivait. Oui. Et vous avez l'habitude, vous aviez déjà vécu auparavant ce genre de phénomène avec la même intensité? Non, parce que ce qui est surprenant, c'est que ça m'est arrivé d'autres fois. Ce sont des rêves assez particuliers. Enfin, on revit la même scène. C'est ça qui est très très curieux, quoi. Oui. Et avec dans votre rêve la couleur, le son. Alors, pas la notion du son, mais la notion de l'image et de la situation. Enfin, vraiment, c'est le film qui se déroule, mais pas de son. Ouais. Enfin, je n'ai pas ce souvenir-là.
Et les autres rêves que vous avez vécus étaient moins intenses et concernaient vos chevaux, pareil, ou votre entourage ou... Oui, ça m'est arrivé une autre fois. J'ai une jument Islande et j'ai rêvé qu'elle allait faire un poulain qui était mort à la naissance. Donc, rebelote, je rappelle le même vétérinaire et qui examine la jument, qui me dit, écoutez, tout va bien, tout remue. Et donc, comme chaque fois qu'il y a des naissances, nous veillons ces animaux. Et la jument se met en travail et effectivement, elle expulsait un poulain qui était mort. J'avais pas rêvé, il y avait des jumeaux. Et ça, je ne l'avais pas rêvé, mais j'ai sorti un poulain mâle de robe foncée qui était mort. Oui. Et l'autre était vivant? Oh, et l'autre était vivant. Une fois, c'était une bonne nouvelle quand même. Oui. Sur les deux. Oui. Et concernant vos proches, parce que là, bon, vous élevez des chevaux, donc vous êtes très proche d'eux, évidemment, que ce soit de manière affective ou que ce soit de manière physique, évidemment, pour s'en occuper. Et concernant des proches, jamais, pas de rêve concernant les proches. Ça m'est arrivé, mais pas avec cette honnêteté-là. Ouais. Enfin, entre dire si c'était un rêve. Ma mère a été souffrante pendant assez longtemps, 7 mois de réanimation, et elle est rentrée chez elle sous respiration artificielle. Bon, et si vous voulez, je devais aller à Paris signer des papiers, j'étais très inquiète. Enfin, je sais pas, je me suis réveillée avec une impression de malaise assez intense, et je devais prendre l'avion. J'ai appelé chez mes parents à 5 heures du matin. Mon père me dit, mais vas-y, ta mère tient à ce que tu ailles faire cette démarche qui était très très importante pour moi. Et je suis arrivée à Paris, et là, il y a eu une forme d'effondrement. Enfin, j'ai repris un téléphone immédiatement, j'ai fait annuler tous mes rendez-vous que j'avais, j'ai prévenu mes frères et sœurs, et j'ai repris un avion retour direct. Et dans l'avion, j'ai jamais de montre sur moi, donc je faisais que pleurer, et j'ai regardé à un moment, j'ai une sorte de libération, et ça s'est arrêté. J'ai regardé l'heure sur la montre de mon voisin. Je suis arrivée évidemment à Toulouse, et là j'ai téléphoné immédiatement chez mes parents, et mon père me dit, écoute, ta mère est très mal, elle t'attend, tes frères et sœurs sont là. Et quand je suis arrivée, j'ai débranché le respirateur artificiel, elle était décédée, quoi. Faut dire que j'étais médecin. Enfin, je suis aussi médecin, mais je ne pratique pas. Et vraiment, ça a été d'une intensité, mais je n'ai pas vu la scène. Vous voyez, c'était un mal-être au réveil, mais intense. Alors là, je sais pas si c'était... je peux pas dire que je l'ai rêvé, quoi. Ça m'est arrivé une autre fois sur un accident de voiture, enfin 2 autres fois. Et voilà. Docteur Bernard Auriol... Là, c'est pas du rêve prémonitoire, c'est plutôt de la, je sais pas, qu'en pensez-vous? Vous parlez de la dernière, du dernier rêve. En tout cas, c'est difficile à départager. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas prémonitoire, mais on ne peut pas l'affirmer, en tout cas que ça le soit, puisque évidemment, votre maman Isabelle était très mal, donc un esprit un peu rationaliste pourrait dire que dans le fond. Il y avait quelques probabilités qu'elle soit très mal, quoi, et qu'elle décède. Hein. Donc, dans ce cas-là, c'est moins, disons, péremptoire pour la pensée. Ceux qui concernent les chevaux paraissent déjà plus marqués, hein, puisque il y a en particulier le deuxième, celui où il y a des jumeaux, et un qui est vivant et un qui est mort, avec ce vétérinaire qui dit mais non, il est vivant, et puis vous qui avez rêvé qu'il est mort, et en fait vous aviez tous les deux raison. C'est tout à fait intéressant comme rêve. Ouais. Et alors vous qui êtes docteur en médecine, donc quelle est votre analyse avec un peu de recul de ce que vous vivez, parce que vous avez un bagage, un solide bagage scientifique. Finalement, votre approche de ce phénomène que vous avez vécu. Je me pose effectivement la question de si on n'a pas de temps en temps des projections, comme on a une mémoire du passé, une projection dans l'avenir, quand on est relativement impliqué. C'est l'impression que j'en ai. Enfin, je vois pas autrement quelle serait l'explication. Et alors, on doit peut-être être dans des états particuliers, parce que
ça vient de façon récurrente ou très spontanée, enfin que ce soit les prémonitions ou les choses comme ça, ça n'est pas réfléchi évidemment. Ouais. C'est quelque chose qui sort de vous spontanément. Pierre Macias, est-ce qu'on a des pistes, des débuts d'explication pour essayer de comprendre le rêve prémonitoire? Question difficile. Comme le disait Isabelle à l'instant, on peut imaginer qu'on ait une connaissance d'une manière ou d'une autre d'un futur. Si on se réfère à Costa de Beauregard, il parlait d'ondes avancées et d'ondes retardées. L'onde avancée étant le fait que des informations sont transmises du présent vers le futur, c'est la flèche du temps normal. Et les ondes retardées, c'est-à-dire que des informations du futur arrivent dans le présent. Ouais. Bon, mais là on est dans des notions de mécanique quantique, c'est-à-dire dans une gamme de phénomènes physiques qui se situent au niveau microscopique. Et extrapoler le microscopique au macroscopique, c'est déjà un grand pas très délicat à franchir. Et en plus, passer du domaine de la physique au domaine de la psyché, faire l'équivalent, c'est un jeu sans doute assez dangereux, donc très délicat aussi. Ouais. Donc, mais ça peut donner une idée de la manière d'interpréter ce genre de phénomène. Il peut y avoir d'autres possibilités d'interprétation, dans le sens, je pense qu'on l'a déjà évoqué, dans le sens où l'avenir est une probabilité d'un ensemble d'événements présents, physiquement, enfin physiquement au sens très large, incluant même la pensée. Il y a un état donné qui va évoluer, qui va être stimulé par des stimuli physiques extérieurs, des stimuli psychiques, donc qui va évoluer. On peut par la pensée faire l'expérience que on peut prévoir un événement immédiatement futur, à la microseconde qui vient, si on connaissait l'ensemble des caractéristiques de notre présent. Donc on peut extrapoler comme ça et dire, on peut calculer l'état de l'univers autant plus une seconde, autant plus 2 secondes, etc. Plus on va s'éloigner et plus il va y avoir d'imprécisions. Ouais. C'est envisageable de manière quantifiée. Alors, d'après ce que tu es en train de nous dire, le futur serait une probabilité au fur et à mesure que nous avançons. C'est-à-dire que quand on a un rêve prémonitoire, c'est un rêve prémonitoire qui concerne le futur d'une personne à un moment donné, quoi. C'est-à-dire, on est là et la forte probabilité de futur, c'est ça. Voilà. Mais en revanche, on peut influer dessus, parce que si le rêve prémonitoire, on se voit au volant d'une voiture et qu'on a un accident, un feu, parce que on est passé au feu orange rouge plutôt que tout à fait. Si les stimuli prévus ne sont pas ceux qui arrivent effectivement, ce futur peut être modifié. D'accord. Et personnellement, j'aime bien cette vision des choses, dans la mesure où des rêves prémonitoires ont permis de modifier, d'éviter des accidents, ont permis de modifier ce futur rêvé. Isabelle, ça vous est pas arrivé, ça, ce genre de rêve qui vous annonçait quelque chose et que finalement, en tenant compte de ce rêve, vous avez changé votre décision initiale? Non. Ouais. Jamais. Bernard Auriol, que pensez-vous de cette vision du futur? Personnellement, je ne fais pas de mur, je ne mets pas de mur entre le microscopique et le macroscopique. Je vois pas d'ailleurs comment on pourrait le mettre, ce mur. C'est un mur au niveau de la connaissance, c'est-à-dire effectivement nos instruments, nos laboratoires, notre façon d'aborder la réalité font que nous séparons ce qui est microscopique de ce qui est macroscopique, donc la physique quantique de la physique plus triviale. Mais si nous sommes amenés à admettre qu'il y ait que les causes puissent aller du futur vers le passé en mécanique quantique, je ne vois pas en quoi il y aurait un obstacle à admettre cette même rétrocausalité, cette même causalité à l'envers du temps pour des phénomènes macroscopiques. Simplement,
évidemment, il faut à ce moment-là envisager une conjonction entre le microscopique et le macroscopique, mais une conjonction qui n'est pas totalement invraisemblable. Donc, il y a des informations du futur qui nous arriveraient comme ça, qui remonteraient le temps pour arriver jusqu'à nous. Tout à fait. Ouais. Il s'est passé beaucoup de temps entre concernant les chevaux, par exemple, à chaque fois entre votre rêve, Isabelle, et sa concrétisation, je dirais. Oui, pour l'un, entre 9 et 10 mois, et l'autre, mettons, 15 jours, 3 semaines. Oui. On peut imaginer d'ailleurs des précognitions qui concernent plusieurs mois d'intervalle, ou même peut-être plusieurs années. Bien sûr, j'imagine que c'est plus improbable, plus le temps s'allonge, plus c'est improbable. Mais je pense que une causalité qui va du futur vers le passé peut aussi s'exercer sur un temps plus long maintenant, avec plus de difficultés, puisqu'il y a des perturbations qui vont intervenir d'autant que le temps s'allonge. Donc un rêve prémonitoire que l'on fait peut se réaliser dans une semaine, 15 jours, 3 mois, 1 an, pourquoi pas, quoi. Oui. Voilà. Isabelle, merci pour votre témoignage. De rien, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, et si vous faites d'autres rêves prémonitoires, prévenez-nous. Pas de problème. Ok. Au revoir. Bonne soirée. Pierre, une précision, tu voulais revenir sur ce qu'a dit docteur Bernard Auriol? En physique quantique... Allez, c'est reparti. Sortez les tranxènes et les aspirines, on va avoir mal au crâne d'ici 5 minutes. Non, mais en physique quantique, quand on parle de particules corrélées, cette caractéristique des particules reste présente qu'on fasse une expérience immédiatement ou qu'on fasse une expérience dans 10 ans. Et là, ça va amener une différence par rapport à la notion de prémonition qui va devenir qui risque en tout cas de devenir de plus en plus improbable au fil du temps. Plus elle sera loin et plus, comme disait Bernard, elle risque d'être modifiée. Ouais. Donc là, je ferai personnellement encore une différence. Il y a un SMS au 71 200 de Rascal, qui est le pseudonyme d'un auditeur qui nous écrit souvent, qui vient d'arriver, qui dit « Bonsoir, si l'avenir peut être déjà là », c'est l'avenir nous rejoint donc dans le présent, est-ce que le passé peut persister? Voilà, question qu'elle est bonne. Vous avez 2 heures pour répondre avec des arguments, feuille double, pas plus, d'accord? C'est pas idiot ça. Si le futur non, mais est là. Je suis pas d'accord avec la première proposition et donc pas non plus avec la deuxième. Avec la seconde. C'est-à-dire que le futur n'est pas là et le passé non plus. Nous sommes simplement au présent, qui est la rencontre du futur et du passé, ou du plus exactement dans notre expérience du passé et du futur. Ouais. C'est-à-dire que nous avons connaissance du passé que nous pouvons voir, si on veut, dans un rétroviseur. Il nous paraît composer quelque chose du présent, et probablement il y a aussi des éléments du futur qui composent quelque chose de ce présent, mais c'est la rencontre entre ce futur et ce passé, et nous ne vivons ni le passé ni le futur quand nous sommes au présent, nous vivons le présent. Très bien. 0826 300 300, vous nous appelez si vous avez vécu des rêves prémonitoires. Vous voyez que ce phénomène qui paraît comme ça un petit peu presque anodin pose des questions essentielles sur d'où vient cette fenêtre que l'on ouvre vers un futur. 0826 300 300 pour vos témoignages, Morad est au standard pour recueillir vos appels, et puis 71 200 pour vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. 71 200. Dans quelques minutes, Monique va venir nous rejoindre pour nous raconter son rêve prémonitoire. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons ce soir des rêves prémonitoires avec vos témoignages au 0826 300 300 avec mes 2 invités, Pierre Massias du site internet psylande.org et le docteur Bernard Auriol de l'Institut Métapsychique International. Il y a un SMS qui vient d'arriver au 71 200 qui est intéressant. Cet auditeur ou cette auditrice nous demande: le rêve prémonitoire donne-t-il une impression de déjà-vu quand on s'en souvient plus? On a un rêve prémonitoire. Bon, enfin, on a un rêve, on s'en souvient plus, et puis tout d'un coup, on vit cette situation dans le réel, et on se dit, tiens, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Alors, est-ce que là, on peut se dire, tiens,
j'ai fait un rêve ou est-ce que c'est une espèce de mécanisme de notre cerveau qui fait qu'on a l'impression de l'avoir rêvé? C'est une question qui est discutée. L'impression de déjà vu, d'après certains neurophysiologistes, est liée simplement à des décalages dans le traitement de l'information à l'intérieur même de notre cerveau, qui traiterait 2 fois le même perception, le même phénomène, et donc qui nous donnerait cette illusion de déjà vu, qui serait à ce moment-là une illusion. Et il y a une autre interprétation possible qui est d'admettre que ce déjà-vu se réfère à une expérience moins consciente que nous aurions eue auparavant, soit en rêve, soit d'une autre façon, mais en tout cas une expérience réelle, passée et indépendante de celle que nous vivons actuellement. Donc vous voyez qu'il y a 2 interprétations possibles de ce déjà-vu. Et il est vrai que par stimulation cérébrale, on peut procurer à quelqu'un une impression de déjà vécu ou de déjà vu. D'accord. Ce qui, à mon avis, ne prouve pas qu'il n'y ait jamais d'autres phénomènes qui en donnent l'impression. Monique de Nîmes nous envoie un SMS en nous demandant, c'est une sorte de voyance finalement, le rêve prémonitoire. Est-ce qu'on peut le mettre dans le dossier voyance? Le terme voyance est tellement vague, général, c'est voir l'avenir finalement. Et surutilisé que j'hésiterais. Il y a Pierre qui fait des bons sur sa chaise. J'hésiterais à l'employer. Oui, saute. Vas-y Pierre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Non, je te prie Bernard. Alors. Oui, parce que la voyance, évidemment, ça désigne tout autant une profession qu'un phénomène étudié par la parapsychologie, et ça crée donc des confusions. C'est pourquoi, personnellement, je me sers le moins possible de ce terme, et je préfère, en effet, parler de rêve prémonitoire, s'il s'agit de rêve prémonitoire, même s'il y a dans ce rêve des phénomènes qui nous renseignent sur des événements du futur, comme une voyante pense pouvoir le faire, et le fait parfois sans doute. Pierre. Oui, des petits bons quand même, mais parce que en fait le terme voyance, c'est ce que j'avais introduit hier. Le terme voyance est un terme plutôt public qui regroupe l'ensemble des arts divinatoires. Alors qu'on fasse de la clairvoyance, qui comme terme définit bien la clairvoyance en parapsychologie, qu'on utilise les tarots, la numérologie, l'astrologie, le marc de café, boule de cristal, tout ce qu'on veut. Le terme voyance en fait regroupe un ensemble d'arts divinatoires, on va dire, pour faire pour rester soft. Mais ce n'est pas un phénomène reconnu. Non, ce n'est pas un phénomène défini, on va dire, dans le cadre de la parapsychologie. Nous sommes clairs. Je pense qu'on est clair. On peut accueillir Monique qui nous appelle. Bonsoir Monique. Bonsoir, monsieur Benedit. Merci pour votre patience, Monique. On avait 2-3 questions comme ça. Oui, c'est très intéressant. À régler. Alors, vous-même, vous avez vécu un rêve prémonitoire. Je ne sais pas si c'est un rêve prémonitoire. Alors, bon, vous allez juger. Racontez-nous alors. Voilà. Enfin, ce rêve s'est passé il va y avoir maintenant 4 ans. Et donc je dormais et j'étais en train donc de faire ce rêve qui était plutôt un cauchemar, c'est-à-dire je me trouvais dans quelque chose d'assez gros qui était en métal et qui roulait, qui dévalait une pente, si vous voulez. Et à un moment donné, le téléphone a sonné. Et donc j'étais dans ce rêve, quoi, et j'ai entendu la sonnerie, je me suis levée très, très vite, mais j'étais vraiment... j'étais pas bien, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, j'étais complètement déphasée et je me suis, j'ai attrapé l'appareil et j'ai dit, alors j'ai entendu allô et j'ai reconnu la voix de mon frère. Et avant que je lui ai vraiment coupé la parole, c'est tout ce qu'il a pu dire, je lui ai dit comme ça, dis donc, tu m'as réveillée, j'étais en train de faire un de ces cauchemars. Et lui, aussi sec, me dit simplement, sans rien dire d'autre, il me dit papa vient de se tuer en voiture, il a fait plusieurs tonneaux d'eau. Voilà. Et je suis restée, j'ai dit j'ai fait c'est tout, j'arrive. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est court mais c'est intense, hein? Oui, très, très intense. Il m'a fallu quelques minutes pour j'imagine bien, pour me rétablir parce que j'étais complètement réveillée. Je me suis dit, là, t'as pas rêvé. Enfin, une partie, j'avais pas rêvé, quoi. Voilà. Oui. Oui, effectivement, c'est vraiment. Oui. Et c'est après, après, je suis partie, en fait, etc.
Et j'ai eu le temps parce que ce rêve m'avait quand même particulièrement choquée, parce que c'était moi, et c'était moi qui dévalais, hein. C'était pas, j'ai pas vu ni mon père, ni personne, c'était moi. Et après, j'ai pas pu, je sais pas, j'ai fait complètement le rapprochement, j'ai eu l'impression, parce que ça venait de se passer, quand mon frère m'a téléphoné, ça venait de se faire, et moi, au moment, si vous voulez, j'ai eu l'impression qu'au moment où ça se passait, je vivais ça. Je le vivais. Ouais. Je ne sais pas. C'était très, très, très curieux. J'y repensais après. Oui. Voilà. Pierre? Oui, on est... c'est un rêve qui recoupe un petit peu le rêve de tout à l'heure. On a restituer une impression. C'est ce qu'on va retrouver dans pas mal de phénomènes ESP, de phénomènes psy. C'est un contexte, ce sont des sensations. Là, on a un rêve de quelque chose qui fait des tonneaux qu'on associe immédiatement quand on connaît la réponse à l'accident. Oui, là, Monique s'est vue dans une voiture en train de faire des tonneaux, quoi, vraiment. Je voyais pas, pardon, je ne peux pas dire, pour moi, c'était pas une voiture, je n'ai pas vu une voiture. Ah oui. C'était quelque chose qui était assez gros, de forme, je ne veux pas dire si c'était un cylindre, c'était en métal. Voilà, vous étiez dans quelque chose de métallique et vous étiez en train de faire des tonneaux. Ouais. Voilà, oui, je dévalais très vite, effectivement, mon père, il a fait des tonneaux dans une pente. Ça, j'ai eu confirmation. Hein. Ouais. Oui, ça fait bon. Donc là, on a en fait la solution quand on connaît les réponses. Alors on va se demander est-ce que d'autres situations peuvent présenter des caractéristiques assimilables au rêve qui a été fait. Est-ce que éventuellement, si on trouve justement d'autres situations possibles, est-ce qu'elles sont caractéristiques, fréquentes, est-ce qu'elles peuvent se trouver dans la vie? Là, ça demande une investigation sur le rêve en lui-même, sur le phénomène en lui-même. Il faut faire parler le témoin. Il faut faire une approche. Alors là, c'est plus subtil, je dirais. Tu veux dire qu'il aurait pu y avoir une coïncidence entre ce rêve de Monique et le coup de fil qu'elle a reçu et le décès de son père dans une voiture? Je suis en train de me demander s'il pouvait, oui, y avoir une coïncidence. Ça ferait gros, hein? Comme ça, a priori, immédiatement, ça paraît gros. Mais c'est peut-être envisageable. Là, c'est difficile aussi d'avoir la solution immédiatement. Il y a quelquefois, il faut se poser il y a une réflexion qui va se faire autour des rêves. A priori, ça paraît se rejoindre de manière évidente. Ouais. Donc, d'un point de vue strictement scientifique, au sens des sciences dures, la position de Pierre est tout à fait celle qu'il faut avoir, c'est-à-dire que on ne peut rien conclure, on ne peut pas dire ce rêve comme une preuve, par exemple, de la prémonition ou comme une preuve. Non, ça, je suis d'accord. Par contre, vu du point de vue phénoménologique, qui est celui de la relation entre personnes, de ce qu'est la vie, du fait que la science n'est qu'une partie de notre connaissance, qu'elle n'explique pas tout, qu'elle nous délivre simplement quelques abstractions et quelques lois tirées de ces abstractions. Et pour moi, il me paraît qu'un tel rêve est très, très, très parlant, si vous voulez. Et le fait que ce qui dévale la pente n'est pas une voiture n'est pas pour moi un obstacle, parce que il s'agit de quelque chose de vécu. Elle vit dans ce rêve, cette personne semble vivre ce qu'éprouve son père, c'est-à-dire elle dévale la pente, elle s'identifie, pour ainsi dire, à son père. Et personnellement, au risque de paraître peut-être très naïf à certains de mes collègues ou à des scientifiques, je m'aventurerai à dire que pour moi ce rêve est assez parlant. Ouais. C'est un rêve prémonitoire. Il y a eu vraiment en tout cas télépathique. Je ne sais pas si c'était au même moment. C'est pas prémonitoire, mais télépathique. Mais enfin, peu importe. Il y a eu une vraie passerelle émotionnelle, qui s'est établie entre Monique et son père au moment où il vivait son accident de voiture. C'est le pari que je fais, c'est le parti pris que je prends. Bien sûr, je n'ai rien pour convaincre quelqu'un de ce parti pris. Ah bah c'est pas une preuve scientifique, certes. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même, les circonstances sont assez troublantes. Oui, Pierre. Oui, c'est à force d'analyse de ces cas-là justement où on va mettre ces points, enfin trouver les caractéristiques du rêve, les associations. C'est sur un ensemble
de témoignages, d'analyses avec des grilles spécifiques, on pourrait établir des concordances entre rêves prémonitoires, rêves qui paraissent moins prémonitoires, et qu'on aura une grille de déchiffrage de ces rêves pour que dans des cas où on se pose la question, où le doute subsiste, on puisse, grâce à cette grille, dire non, c'est plutôt du rêve prémonitoire parce que on a certaines corrélations, certaines ressemblances avec d'autres cas qui rentrent dans la grille par analogie. On peut, même si on se pose des questions, des questions que je me posais tout à l'heure, par analogie avec d'autres cas, on peut amener un pronostic de prémonition. Tout à fait. Est-ce que vous avez vécu d'autres rêves prémonitoires de ce type, Monique ? Non, c'est la première fois. Et non, jamais. Je suppose, comment dirais-je, ça change quand même peut-être, non, la vision de la vie, de savoir qu'on peut vivre ce genre de phénomène. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça ne m'est plus jamais arrivé. J'ai jamais eu d'autres rêves. Ouais. Non, jamais. C'est la seule fois. Et quelle fois ? Oui. C'est suffisant peut-être. Oui, certainement. Oui, certainement. Merci beaucoup, ma chère Monique, de ce témoignage tout à fait intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pareillement. À bientôt. Au revoir, monsieur Bénédicte. Au revoir. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Morad est au standard pour recevoir vos appels. 0826 300 300. Les SMS ne cessent d'arriver au 71 200 avec un SMS qui considère l'avenir comme un livre. Je vous le lis, Bernard Auriol, Pierre Massias. L'auditeur dit: bonsoir, moi je considère la vie comme un livre dont vous êtes le héros. Vous savez, c'est ce genre de livre, vous le lisez, puis après vous avez des choix multiples, et suivant le choix que vous faites, vous êtes renvoyé à une page ou à une autre, et c'est vous qui construisez, entre guillemets, votre avenir. Tout est écrit, mais en plusieurs versions ramifiées, suivant des choix. Bernard, je pense que c'est pas mal comme définition. Oui, enfin... c'est plus compliqué que ça, mais... Enfin, à la fois c'est plus compliqué, et pour moi ça m'évoque la théorie des univers multiples que Pierre connaît bien, c'est-à-dire que comme justement la physique nous dit qu'à tout moment il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas déterminées, c'est pourquoi on ne peut pas dire que l'instant présent détermine la seconde d'après, non, il y a seulement des probabilités, et donc... comme ce n'est pas déterminé, alors une des explications possibles, c'est de dire que les différentes possibilités se réalisent toutes, mais dans des univers distincts. Ah, c'est génial. Et qu'on appartient, seulement à l'un de ces univers. Et par conséquent, les autres possibilités nous échappent, mais elles existent aussi. Ah bon, donc je peux dire que dans un des univers parallèles, je suis maître du monde, quoi. Maître du monde, non, mais que peut-être, mais que peut-être, quand vous avez joué au dé, vous avez tiré un 5 et peut-être dans un univers parallèle, c'est un 6. D'accord, ok. Dans quelques minutes, c'est moins marrant que d'être maître du monde. Bah oui, c'est moins fun finalement, je trouve, mais bon, tant pis. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Aline qui nous appelle de Pamiers. Et puis, juste avant Aline, nous écouterons le témoignage très court, un rêve que nous a confié un de nos auditeurs, qui l'a enregistré sur notre boîte vocale au 0826 300 300. Il va s'agir d'éléphants. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Avec le dossier concernant les rêves prémonitoires ce soir au 71 200, vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et ensuite vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question et vous nous l'envoyez, ou vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme l'a fait Aline de Pamiers qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Juste le temps de lui dire bonsoir. Tiens, Aline, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir messieurs. Alors Aline, vous restez avec nous et ensemble on va écouter le rêve, je pense que c'est un rêve prémonitoire que nous a envoyé un auditeur et qu'il a laissé sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Écoutons. Oui, je m'appelle Jean-Yves, j'habite Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales
et il y a de ça 30 ans, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'habitais à l'époque à Périgueux, en Dordogne. J'ai rêvé qu'il y avait des éléphants qui traversaient la rue Saint-Front, qui est en face de la cathédrale à Périgueux, pour ceux qui connaissent. Alors, je vais à mon bureau à l'époque, et qu'est-ce que je vois? Des éléphants qui traversent en se tenant par la queue, et ils allaient s'abreuver à la rivière Lille, qui est à Périgueux. Effectivement, il y avait un cirque, à l'époque, c'était le cirque Pinder qui était là. C'est un rêve absolument extraordinaire, j'en étais tout remué et baba, c'est le cas de le dire. Voilà, je vous laisse ce message. À bientôt, au revoir et bravo pour votre émission. C'est extraordinaire quand même, non? Faire rêver d'éléphants qui traversent comme ça, ah oui, mais c'est pas possible. Et puis après, découvrir que en arrivant à son boulot, on voit des éléphants passer comme dans son rêve. Là, Bernard, c'est du rêve prémonitoire, ça. Tout à fait. En fait, disons, avec toutes les réserves qu'on a fait tout à l'heure, j'en fais le pari. Oui. Oui. Pierre, d'accord aussi. Commence par me ressortir tes trucs où on pense que effectivement après lecture d'une grille que peut-être. Je vais dire c'est tellement sympathique. C'est pénible. C'est vrai, c'est pénible quand même. Bon, alors nous avons plein de SMS, on les lira tout à l'heure, mais là je me tourne vers Aline de Pamiers. Aline, vous êtes d'accord, c'est un joli rêve que nous a raconté le monsieur quand même là. Très joli, oui. Avec ces éléphants qui traversent la ville, quand même. Bon. Alors, Aline, vous, le rêve que vous avez fait est complètement différent. Ça remonte à plusieurs années, hein? Oui. 1981, 1982, je crois. Ouais. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé. Bon, je dormais, bien sûr. Et dans mon rêve, j'étais dans une rue. Et devant un pâté de maisons anciennes. Et il y avait un portail et une petite cour intérieure. Et dans cette cour, il y avait 7 ou 8 personnes qui étaient des journalistes. Mm-hmm. Et je suis arrivée devant ce portail. Moi, je ne sais pas qui j'étais, ni où j'étais. Hein. Oui, c'était toujours dans votre rêve, là. Hein? Dans mon rêve, hein, oui. Mm. Et il y a un journaliste, alors je le revois bien, mais je le connais pas. Enfin, grand, blond, assez mince. Et j'ai posé la question, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et ce journaliste m'a répondu, Romy Schneider est morte. Voilà, et là, mon rêve s'est arrêté parce qu'un de mes fils, qui était petit à l'époque, m'a réveillé, il voulait un verre d'eau. Alors je me suis levée et je ne me rappelais plus de mon rêve du tout. Puis bon, ensuite j'ai pris mon déjeuner, enfin je devais aller au travail et je n'ai plus pensé à mon rêve du tout. Et c'est après, j'étais à la salle de bain, j'étais en train de me coiffer, j'ai entendu à la radio le flash d'information à 7h du matin. Mmh. Où le journaliste disait, annonçait la mort de Romy Schneider. Et là, je suis restée, bien sûr, j'étais en train de me coiffer, la brosse dans les cheveux, et là, mon rêve m'est revenu. Mm-hmm. Voilà. Et ce qu'il y a une semaine ou 15 jours avant cette annonce, avant mon rêve plutôt, en sortant du travail, alors, à la même heure, mais l'après-midi, alors entre 17h et 18h, j'avais le mot Schneider qui me revenait en tête tout le temps, pendant mon trajet. Ouais. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi non plus. Et après, je l'oubliais complètement. Je n'y pensais plus dans la journée. Oui, tout à fait. Voilà. Vous n'avez pas pensé à raconter votre rêve? Non, c'était parce qu'il y a eu trop de... c'était trop court entre ce rêve avec ce journaliste dans une cour qui vous dit Romy Schneider est morte. Vous n'avez pas pensé à le raconter à quelqu'un autour de vous? Ce jour-là, non. Après, par contre, je l'ai raconté à ma famille. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais le jour même, non. Ouais. Bernard. Mais cette exigence que nous avons, que l'information soit mise par écrit ou racontée entre le moment où elle est rêvée et le moment où elle se réalise, bien sûr, est une attitude sainement scientifique. Mais par ailleurs, elle vient du fait qu'il s'agit de phénomènes tellement extraordinaires, tellement en contravention avec la légalité scientifique à laquelle jusqu'à présent nous adhérons. C'est à cause de cette contravention que nous exigeons plus
Contravention, qu'est-ce que tu entends par contravention? Je veux dire une contravention en ce sens qu'on se met hors la loi vis-à-vis de la loi de la science qui dirait que... On ne peut pas voir le futur, point. Exactement. Ouais. À partir de ce moment-là, nous exigeons d'avoir des preuves, pour ainsi dire, des témoignages qui soient entre le moment du rêve et le moment où il se réalise. Mais dans le fond, si on prend une attitude inverse, qui serait de prendre le parti pris, que la causalité peut s'exercer du futur vers le présent, eh bien à ce moment-là, nous devenons moins exigeants et nous acceptons qu'il ne s'agisse pas forcément de coïncidence, mais vraiment d'une information qui soit intervenue avec cette répétition du mot Schneider, que peut-être elle ne liait pas dans un premier temps avec Romy Schneider, et deuxièmement le rêve qui évidemment était beaucoup plus explicite. Ouais. Alors Pierre, est-ce que je vais mettre une hypothèse, tu vas me dire ce que t'en penses. Aline a fait ce rêve dans la nuit où Romy Schneider est décédée. Elle s'est suicidée, si je me souviens bien d'ailleurs, je crois, cette grande actrice. Est-ce que parce que bon, tous les journalistes l'ont su, c'est tombé sur les dépêches AFP évidemment très rapidement parce que c'était une star évidemment. Toutes les rédactions devaient bouillonner parce que c'était aussi soudain qu'inattendu. Donc à travailler sur la biographie, retracer la carrière, trouver des témoignages, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de propagation comme ça d'une nouvelle, alors évidemment par le biais physique, les fax, les téléx, Internet, etc. Et puis par un autre biais qui fait que Aline en fait n'a pas prédit l'avenir, mais elle a simplement attrapé une information dans son sommeil, une information qui circulait tout autour de la planète déjà. Oui. Je commencerai par dire que je rentrerai dans cette idée que tu avances. Plutôt que de parler de rêve prémonitoire, ce serait sans doute une clairvoyance durant le rêve. Elle aurait reçu l'information du décès de Romy Schneider en rêvant, et elle s'en souvient donc au réveil. Maintenant, je me posais aussi la question... C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu l'avenir, mais elle a capté une information qui une information qui était présente. Bon, déjà là, quelque part. Et justement, quand Aline nous en parlait, je me demandais pourquoi elle en particulier aurait reçu cette information. En général, on pense à des liens affectifs, à des situations un petit peu particulières. Là, a priori, Aline n'avait pas de lien affectif particulier avec Romy Schneider. Vous n'étiez pas fan de Romy Schneider, si ce n'est comme tout le monde, quoi. Je veux dire. Comme tout le monde. Oui, on aimait bien cette actrice, on l'a trouvée sympathique et talentueuse, quoi. Voilà, très belle. Voilà, c'est vrai. Sans plus. Alors, je me posais la question pourquoi cette relation. Alors, évidemment, on peut éventuellement penser, tu faisais référence, Louis, au chant morphique de Rupert Sheldrake. Alors, pourquoi pas, ça peut être une possibilité, mais il serait intéressant d'avoir de susciter d'autres témoignages de cet ordre-là, dans la mesure où on peut vérifier l'exactitude des propos. Et si Aline a reçu cette information par ce biais-là, par ce champ morphique conçu, théorisé par Rupert Sheldrake. Pour rappeler rapidement ce qu'est le champ morphique, la théorie du champ morphique selon ce scientifique anglais que l'on a eu comme invité, tout groupe social est uni par une espèce de force télépathique, de champ de force qui l'unit et une information, un champ de connaissance. Un champ de connaissance, et une information peut aller comme ça d'un cerveau à l'autre par le biais de la télépathie, quoi. Voilà, il y aurait une possibilité d'échange d'informations entre individus. Voilà. Et donc là, pourquoi Aline plutôt qu'une autre? Ce serait peut-être intéressant de trouver d'autres cas, beaucoup, je dirais, il faudrait quand même pas mal d'autres personnes qui aient vécu cette même aventure qu'Aline, pour commencer, je pense, à imaginer vraiment que ça vient de là. Aline, donc ce ne serait pas un rêve prémonitoire, mais plutôt une voyance, un phénomène de voyance que vous avez vécu dans votre rêve, en fait. Vous avez peut-être attrapé l'information au moment où toutes les rédactions, tous les journalistes, d'ailleurs vous avez rêvé d'un journaliste, vous voyez, de groupes de journalistes, quoi, qui devaient travailler d'arrache-pied à ce moment-là pour être prêts pour les éditions du matin, finalement. Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est une sorte, il n'y a personne dans votre entourage qui travaille dans le journalisme ou dans la presse? Non. Ouais. Mais enfin, voilà, là vous avez vraiment vécu un phénomène de voyance, en fait, plutôt qu'un rêve prémonitoire. Vous avez attrapé l'information, par quel biais ça?
Là, c'est autre chose. Oui. Là, si vous attrapez les 6 numéros du loto, vous nous le dites aussi. Non, malheureusement, non, ça m'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé. Bon, tant pis. Merci beaucoup, Aline, en tout cas. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. 0826 300 300, vous nous appelez, n'hésitez pas si vous pensez avoir vécu un rêve prémonitoire. Un autre standard, juste avant de marquer une pause, docteur Bernard Auriol, Pierre Massias, un auditeur, Tahar, a appelé Morad pour passer une question à l'antenne. Il a dit, voilà, est-ce que en faisant un rêve d'une situation précise, si ce rêve devient récurrent, enfin si on le rêve tellement fort, est-ce qu'il ne peut pas générer la situation, c'est-à-dire créer le futur? Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Alors, Pierre. Bernard. Ben non, Pierre, c'est bon, je prends bien. Ouais, non, trop facile. Allons-y. 3, 4. Ah, il faudrait le vérifier. Il faudrait noter ce rêve. On vérifierait, on essaierait de prévoir la survenue de l'événement pour le vérifier. Dans le domaine de la parapsychologie, on parle ESP, on parle psychokinèse. Psychokinèse, c'est l'action de la pensée sur la matière, qu'elle soit inerte ou biologique. Je dirais, dans l'absolu, ça n'est pas inimaginable. Oui. Mais il faudrait expérimenter, peut-être. Je sais pas, Bernard Auriol. Avec des mots simples, s'il vous plaît. Pourquoi je suis soupçonné de sortir des mots compliqués. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, qu'une pensée engendre une action, bien entendu, ça nous arrive à l'intérieur de nous-mêmes, et je pense qu'après tout, si on admet la télépathie ou la précognition, ça pourrait arriver aussi de soi à un autre. Ouais. Mais tout simplement, on connaît le phénomène de prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire le fait que de penser qu'il va se passer une chose, va la produire. Par exemple, on m'a prédit un accident de voiture, j'ai ça en tête, et je vais commettre une imprudence. De manière inconsciente, je vais tout faire pour que ça arrive. Un accident de voiture, et puis je le gagne, je l'ai. Oui. Voilà. Donc, ça me paraît possible. Maintenant, si on conçoit, comme Tahar semble le faire, une sorte d'action magique de la répétition du rêve qui va engendrer une action, ceci n'est pas, comme le dit Pierre, n'est pas, si on prend les options de la parapsychologie, n'est pas invraisemblable complètement, mais l'usage de la simplicité de pensée fait qu'on ne complique pas les hypothèses si des plus simples peuvent suffire. Fonctionner. Tout à fait. Donc là, on va dire que des hypothèses plus simples, c'est plutôt la télépathie que la psychokinèse, c'est-à-dire plutôt l'information qui vient à moi plutôt que ma pensée qui engendre le phénomène. D'accord. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu un rêve prémonitoire concernant par exemple un événement majeur dont le monde entier a entendu parler, ou du moins un événement qui a fait la une de l'actualité. On va découvrir le rêve prémonitoire de Raymond tout à l'heure concernant notamment Jean-Paul II et là avec mes deux spécialistes, le docteur Bernard Auriol, membre de l'Institut Métapsychique International, et Pierre Massias du site internet psilande.org. On va essayer je leur demanderai s'il y a une grande littérature concernant les événements majeurs qui se sont produits et s'ils ont été précédés par toute une série de rêves prémonitoires. Je pense par exemple au 11 septembre. Est-ce que des gens après coup ont dit moi j'avais rêvé quelque chose qui annonçait le 11 septembre, ou d'autres événements heureux ou malheureux qui concernent cette fois-ci le monde entier. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Les rêves prémonitoires, c'est le sujet des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec le docteur Bernard Auriol de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site internet psilande.org. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler, Morad est au standard pour recueillir vos témoignages, ou vous nous envoyez au 71 200 vos SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Raymond, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Raymond? Moi, ça va.
va, et vous? Eh ben écoutez, parfait, ça va. Tout va bien. Quand je suis à l'antenne, tout va bien. Vous avez donc, Raymond, fait un rêve prémonitoire qui remonte à pas mal de temps. Oui. D'ailleurs, quand on en a parlé pour préparer l'émission ensemble, qui remonte exactement au 13 mai 1981. Oui, c'est pas hier matin, non. Non, c'est vrai. Alors, racontez-nous ce rêve. Oh, ce rêve, c'était plutôt un cauchemar. Tout simplement, le soir, je me suis couché, comme d'habitude. Ouais. Et j'ai tout simplement rêvé l'attentat du pape Jean-Paul II. Oui. Alors, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'ai vu, je sais pas si je me trouvais dans la foule ou dans la voiture du pape. J'ai vu une main se tendre avec un revolver et un coup de revolver est parti, atteignant le pape. Oui. Tout simplement. Voilà. Et donc là, je peux pas savoir si le pape était mort, si le pape était blessé. Mais l'effet bizarre que ça provoque, est-ce que j'étais vraiment dans l'histoire ou pas? Ça, c'est assez difficile à vivre. Ouais. Et vous vous êtes réveillé le matin, vous l'avez raconté à quelqu'un, ce rêve qui vous a un petit peu chamboulé? Non, je l'ai pas réveillé, je l'ai pas raconté le jour même. Ouais. Pendant plusieurs jours, c'est vrai que ça me trottait à la tête. Ouais. Et oui, un jour, j'ai fini par en parler. J'ai fait un cauchemar, là, c'est bizarre. Mais ça restait comme ça, quoi. Ouais. Vous avez fait ce rêve combien de temps avant l'attentat du pape Jean-Paul II? Juste, je sais pas, mais c'était peut-être un mois et demi avant. Ah oui, quand même, il y a eu beaucoup de temps quand même, hein, avant. Oui. Ouais. Et quand vous avez entendu aux informations, parce que ça a fait le tour de la planète évidemment, qu'il y avait eu cet attentat contre Jean-Paul II, quelle a été votre réaction? Sur le moment, ça m'a fait tout drôle. Puis après, j'ai réalisé quelques secondes après que je l'avais rêvé. Ouais. J'avais rêvé et c'est là où je me sentais un peu mal à l'aise quelque part, quoi, parce que je savais pas déjà bien avant ça, bien avant le fait. Oui. Je savais pas si je pouvais en parler ou ne pas en parler. J'avais peur de possibles critiques ou possibles. Ou qu'on dise que vous étiez dans le coup. Oui, voilà, oui, aussi, oui. Ouais. Mais ça, c'était le poids le plus lourd à supporter, ouais. Ouais. Et ça. Alors là, je me tourne vers Dr Bernard Auriol. C'est vrai que ce genre d'angoisse, là, bon, ça concerne le pape Jean-Paul II, mais ce genre de rêve peut créer des angoisses quand ça concerne aussi, je sais pas, moi, on peut rêver de l'accident d'un proche, d'un ami. On a un peu la trouille, on n'en parle pas, puis quand ça arrive, on se dit merde. C'est voilà, ça peut. Est-ce que j'en suis le responsable? Est-ce que vous voyez? Exactement. Ça crée quand même. Si on se réfère à la proposition de Tahar tout à l'heure, qui était que peut-être notre rêve fabrique ce qu'il prédit, évidemment, s'il s'agit d'un événement culpabilisant, comme par exemple le décès d'un être cher ou d'un être haï. Dans les deux cas, nous sommes culpabilisés parce que même un être cher, nous avons de la haine pour lui, et même un être haï, nous avons de l'amour pour lui. Donc, de manière consciente par rapport à inconscient, je veux dire. Et donc, dès que cette personne décède, nous sommes forcément culpabilisés. D'ailleurs, c'est à la base de ce qu'on appelle le deuil. Dans le deuil, nous sommes malheureux, mais en même temps, nous sommes auto-agressifs, nous nous accusons nous-mêmes, nous nous frappons, pour ainsi dire, d'une manière plus ou moins consciente, et ceci est lié à la culpabilité vis-à-vis de l'amour que nous avions et de la haine en même temps que nous avions pour nos êtres proches. Et donc, je pense que dans un phénomène de précognition, la personne peut avoir le sentiment qu'il ne s'agit pas de précognition, mais que sa pensée a engendré le fait. Et donc, elle devient extrêmement coupable de cela et peut-être s'interdit de s'en rappeler ou de faire le lien. Pierre, ce genre de rêve prémonitoire concernant des personnages célèbres, comme Aline nous l'a dit tout à l'heure, elle a
attrapé cette information du décès de Romy Schneider. Là, Raymond de Toulouse, un mois avant, a rêvé de l'attentat contre Jean-Paul II, alors que quand, je ne sais pas si vous en rappelez les uns ou les autres, mais quand cet attentat s'est produit, tout le monde est tombé des nues en Simi. On ne pensait pas que le pape puisse être victime d'un attentat, surtout Jean-Paul II, qui avait quand même une cote de popularité énorme. Enfin bon, est-ce que des grands événements ont été rêvés avant? Est-ce que on a eu connaissance de pas mal de rêves dans ce sens-là? Oui, tu évoques l'attentat du pape, mais qu'on a attribué d'ailleurs, enfin on a attribué à Nostradamus une prédiction à ce propos-là, après coup. J'ai pas de cas précis. Bernard Auriol aurait pu parler du Titanic. Oui. Bon, donc que Bertrand Meust a investigué d'ailleurs précisément. Il y a encore des discussions autour de ce cas-là, mais pour lequel un auteur américain, Robertson, avait écrit un livre décrivant donc la catastrophe du Titanic quelques 10 ans avant l'événement. Oui, avec le nom du bateau qui était le Titan, qui avait la même taille, la même jauge, voilà, de choses de caractéristiques des coïncidences assez colossales, pouvant correspondre. Je cherche, j'ai pas de cas de référence, de rêve prémonitoire de ce genre-là. Maintenant, des prémonitions au sens plus large, pas forcément dans des rêves, voire expérimentales. Ça, on en connaît sur des de la voyance, événements. Tu veux dire, oui. Attention, là je parle prémonition. C'est-à-dire avoir une information sur le futur. Oui. Donc on peut associer ça à la voyance dans le sens large, mais comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas utiliser ce terme-là. La clairvoyance à ce moment-là. La clairvoyance, il faut bien poser les choses. La clairvoyance, c'est au moment présent. C'est la connaissance d'un événement, d'une situation, d'un élément, mais qui est maintenant, mais qui est situé de telle manière qu'on ne peut pas en avoir une connaissance normale. D'accord. Mais c'est bien au présent. D'accord. Ça reste au présent. Voilà. C'est pour ça qu'on a amené le terme de prémonition, qui lui donne accès à un événement caché futur. D'accord. Comme de la même manière, on parle de post-cognition quand on a un élément on chope une information cachée dans le passé. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Concernant le 11 septembre, par exemple, il n'y a pas eu de rêve prémonitoire qui, je suppose qu'un tel événement a peut-être été par des personnes sensibles rêvé de manière plus ou moins symbolique, je ne sais pas, mais non, on n'en a pas entendu parler après. Je suis persuadé qu'il en existe, mais j'ai pas les cas précis, je peux pas décrire. Oui, il y a eu, d'après ce que je sais, il y a eu un certain nombre de gens qui ont dit oui, j'avais rêvé des choses qui le prédisaient. Bien sûr. Mais évidemment, quand il s'agit d'un événement aussi important, aussi massif, on s'attendrait, si la seule qualité émotionnelle de l'événement était à la base de ce type de phénomène, on s'attendrait à ce qu'une très grande quantité de gens aient eu cette précognition. Oui. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y en a eu, mais vu que beaucoup de gens ont pu ramener à cette précognition des rêves angoissants qu'ils avaient faits, qui étaient relativement... qui faisaient partie des rêves angoissants, normaux, quoi. Voilà, qu'ils auraient eu peut-être sans cette explosion. Donc, on peut penser qu'il n'y a pas un lien extrêmement strict entre l'importance émotionnelle de l'événement pour la collectivité et le fait qu'il y aurait beaucoup de personnes qui en auraient une précognition. Je pense que la précognition est probablement un phénomène très personnel, très individuel et peut-être lié éventuellement à son utilité par rapport à notre survie, comme de même que le fait d'avoir faim nous permet de ne pas mourir parce que nous nous nourrissons. Le fait d'avoir des désirs sexuels fait que l'espèce perdure alors qu'elle autrement elle s'éteindrait, etc. Donc je pense que la précognition a probablement, comme tout ce qui nous concerne,
un rôle, et que peut-être le fait de prédire, le fait d'avoir la précognition de l'explosion des tours du 11 septembre n'aurait pas empêché l'événement et n'ont pas d'intérêt évolutif particulier. Oui. Est-ce que on peut proposer, Pierre, à nos auditeurs, des aventuriers de l'étrange, leur proposer que quand ils ont un rêve prémonitoire, dont ils pensent que c'est un rêve prémonitoire concernant du monde, c'est-à-dire concernant la France, concernant le Sud-Ouest, concernant un effet d'actualité, à ce moment-là, qu'ils nous l'envoient, qu'ils l'écrivent, qu'ils nous l'envoient scellé. On ne l'ouvre pas, on le garde, on a le nom de la personne, on a ses coordonnées, la date de réception de cette enveloppe, avec un résumé de ce que c'est, on l'arrange, et puis si l'événement se produit, à ce moment-là, on la ressort, on l'ouvre et on compare. Ça pourrait être intéressant, ça. Oui, on est là dans des cas donc spontanés, de ce qu'on appelle des cas de terrain. On peut essayer de mettre en place ce genre de protocole. Il va falloir peut-être y penser un tout petit peu plus. Oui, avant pour le mettre en place. Il y a des possibilités de on va dire de fraude. Oui. Donc il faut y penser un minimum. Ça peut être résolu quand même assez facilement. Mais on est là dans le cas de terrain. Et pour les prémonitions, on n'a pas abordé là le cas de l'expérimentation. Et sur les grands cas comme sur les catastrophes genre 11 septembre, il faut quand même penser que dans l'expérimentation, Roger Nelson a mis en place, a lancé le projet EGG, dans lequel il essaye de corréler des événements majeurs sur la planète avec le comportement de générateurs aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des générateurs aléatoires qui sont disposés un petit peu tout autour de la planète. Voilà, tout à fait. Et quand il y a un événement majeur qui se produit, on voit si l'émotion suscitée par cet événement... L'événement va créer une sorte de champ commun à un ensemble de personnes qui va être susceptible de modifier le comportement aléatoire de ces générateurs, donc ils ne seront plus aléatoires. Et Roger Nelson en a disposé pas mal à travers la planète. Alors au tout début de son expérimentation, la première chose qu'il a remarqué, ça a été le passage de la nouvelle année, où justement il avait repéré des quand on est passé au XXIe siècle. Non, c'est caractéristique même quasiment au jour de l'an. Au jour de l'an, toutes les années. Du 31 décembre au 1er janvier, c'est un truc qui marche assez bien. Et donc là, il suit donc cette caractéristique non aléatoire des générateurs à travers la planète en temps réel, au fur et à mesure de l'avancée des fuseaux horaires de la date. En fonction des fuseaux horaires. D'accord. Ok. Et donc dans le cas du 11 septembre, son réseau était déjà en place. Depuis, il a grossi un petit peu, mais il était déjà en place. Et Roger Nelson donc a appliqué sa méthode d'analyse habituelle sur les données dont il disposait au moment du 11 septembre. Et il semblerait fort que une anomalie, une catastrophe, un événement énorme ait été prédit, je dirais, par une modification du comportement des générateurs aléatoires un tout petit peu avant de quel ordre? 1 seconde, 10 secondes, on sait pas trop. C'est très court, c'est de l'ordre de quelques minutes. Ah oui, quand même. Dans tous les cas, ça aurait été trop tard malheureusement pour avertir. Oui. Tenter d'avertir. Mais de quelques minutes avant. Mais c'est quelques minutes avant. Intéressant. On reviendra sur ce phénomène et parler de cette expérience un petit peu plus en détail. Voilà. Très intéressant. Ça fera plaisir à Mathieu parce qu'il était capté là. Une pause 0826 Mathieu le réalisateur, je précise. Une pause 0826 300 et on se retrouve dans quelques instants avec le témoignage de Pierrette qui a fait un rêve prémonitoire annonciateur malheureusement d'une mauvaise nouvelle. Sud Radio. Samedi et dimanche 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Avec le docteur Bernard Auriol, médecin psychiatre, qui est membre de
de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site internet psylande.org, psylande PSILAND.org, où vous pouvez retrouver en podcast à télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Nous continuons à parler des rêves prémonitoires avec Pierrette qui vient de nous rejoindre au 0826 300 300. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Louis. Bonsoir à vos collègues. Alors, ma chère Pierrette, vous avez eu un rêve prémonitoire qui remonte à combien de temps? Très peu de temps, c'est début février, puisque... Ah oui, effectivement, c'est très court, oui. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire le 24 et donc j'avais invité ce jeune homme donc qui est décédé pour mon anniversaire. Et puis juste une semaine avant mon anniversaire, son collègue qui travaille avec lui, comme ils sont éducateurs tous les deux, m'a prévenu que bon, voilà, il était décédé, il s'est tué le lendemain, le jour que j'ai fait le rêve, c'était à 5h du matin parce que ça m'a réveillée. Alors, le rêve consistait en quoi? Voilà, alors, c'est pour dire, je disais à Morad tout à l'heure que c'est tellement difficile, je ne peux pas encore le croire, parce que je savais pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité, tellement que j'ai senti le froid, parce que je me suis levée, et j'ai senti le froid du carrelage sous mes pieds. Et j'ai l'impression que j'ai ouvert la porte, que j'allais recevoir ce garçon, et mais que je me posais des questions. Je dis, qui c'est qui sonne à cette heure-ci à 5h du matin? Ça fait peur. Mais c'est pour je vous le dis, de toute façon, que j'ai l'impression de l'avoir vécu, que c'est pas un rêve, que c'est une réalité. Alors que c'est un rêve, c'est un cauchemar, c'est tout ce que vous voulez, mais bon, pour moi c'est devenu un cauchemar après. Alors, le rêve c'est quoi? Il commence comment? J'ai rêvé que je me levais, quelqu'un a sonné, j'entendais sonner, je me suis levée pour aller ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte et il faisait nuit. Je demandais qui était la personne, me répondait, j'ai entrouvert et la personne s'est glissée entre la porte d'entrée et l'interphone. Et j'ai mis ma main sur la personne pour l'empêcher de continuer d'avancer. Et cette personne ne portait pas de vêtements sur son bras. Son bras était nu. D'accord. Et chaud. Et il ne parlait pas, il me répondait pas. Et je lui dis, il répondait pas, alors je lui dis, va-t'en. Il s'est reglissé, il est reparti, avec un grand sourire, et j'ai vu ses grandes dents blanches parce qu'il était noir. Oui. Et puis voilà, et puis je suis revenue me coucher, mais quand j'ai réalisé, parce que ça m'a réveillée, c'était tellement intensif, cette peur. J'ai dit, pourquoi il est venu me voir à 5h du matin? Enfin, vous voyez, Louis, c'est encore à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Oui, mais vous avez reconnu son visage? C'est-à-dire, comment dirais-je, oui, puisque il était noir. Donc, et cet ami, je l'ai rencontré, je l'avais reçu il y a 15 jours chez moi avant sa mort. Oui. Je l'avais reçu avec son collègue qui est un grand ami de la famille. Je l'avais reçu pour manger parce que c'était un garçon qui vivait à Toulouse. Et nous nous sommes appréciés, mais c'est inimaginable comment ça a pu passer, c'était intense. Mais vous, dans votre rêve, vous n'avez pas reconnu son visage de manière explicite, que vous êtes pas dit, simplement il était noir, voilà. D'accord. C'est après que j'ai fait le rapprochement. Oui. Et alors donc, il y avait une telle intensité, on le comprend, hein, dans l'émotion de votre voix, vous l'avez encore d'ailleurs. Ah oui, mais d'ailleurs je m'en relève pas, hein, ça m'est très dur parce que c'est pas loin, il n'est pas loin ce rêve. Et malheureusement, le corps est encore à l'hôpital de Montauban, c'est pour vous dire, on n'a pas pu le respecter parce qu'il était du Rwanda. Donc, et alors, ce rêve, par son intensité émotionnelle, vous a réveillé? Voilà. Et j'ai regardé l'heure. Et j'ai dit 5h du matin. Alors, je me suis perturbée. Je disais, mais j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis revenue à la porte. Parce que je disais, c'est pas possible. Là, réveillé, hein, vous étiez réveillé là, ce coup-ci. Là, j'étais réveillée après. Oui, j'étais réveillée parce que c'était tellement intense que ça m'a réveillée. Et vous êtes allé à la porte? Et je suis revenue à la porte et j'ai ressenti ce froid aux pieds. Alors, je me suis posé des questions. J'ai même appelé mon fils à 5h du matin, qui est à Pézenas, dans l'Hérault, pour lui faire part de mon angoisse. Il m'a dit, maman, mais écoute, pourquoi? C'est un rêve, t'as fait un cauchemar, et rendors-toi, couche-toi et rendors-toi. Puisque tu es allé voir qu'il n'y a personne, il n'y a personne, et puis ne t'amuse pas d'aller ouvrir la nuit comme ça, il me dit. Parce que vous voyez, c'était tellement... il était inquiet, oui, je comprends. Incroyable, même pour moi, c'était tellement fort. Et puis, bon, j'ai dit, bon, c'est un cauchemar, et puis c'est tout. Bon, je suis passée là-dessus. Et le lendemain, j'avais mon frère et ma belle-sœur qui étaient là l'après-midi. Je reçois un coup de fil de Patrick, son collègue éducateur, qui m'annonce la mauvaise nouvelle. Il s'était tué le lendemain. C'est-à-dire, j'ai fait le rêve de 5h du matin. Mettons, le jeudi, je vous dis n'importe quel jour, hein. Et le vendredi soir, non, le jeudi matin, j'ai fait le rêve à 5h du matin, et le jeudi soir, à 7h du soir, il s'est tué. D'accord. Entre Montauban et Castellane.
Il s'est tué comment? En voiture. En voiture, c'était un accident. Il a perdu le contrôle, on ne sait pas, je ne sais pas si encore, s'il a perdu le contrôle, enfin, il est rentré dans une autre voiture, hein. Et heureusement, mon Dieu, on a dit, tout le monde a dit heureusement qu'il a tué personne, parce que c'était un couple qui avait dans la voiture et un enfant, mais lui, il est mort sur le coup. Oui. Voilà, et depuis, je suis avec ce mauvais cauchemar, je me dis, est-ce que tu es porteuse de mauvais augure, est-ce que je me culpabilise? Ah oui, oui. Oui, mais simplement vous avez connu la chose et bien sûr vous n'y êtes pour rien, mais vous vous demandez si par hasard vous n'y seriez pas pour quelque chose. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous l'aimiez beaucoup et que certainement... Ah oui, mon Dieu, oui, beaucoup. Vous êtes simplement informé, vous avez été simplement informé par cette affection de ce qui lui arrivait, quoi. Voilà, et je vous dirais même que pendant 2 ou 3 jours, ça m'a traumatisé beaucoup, puisque j'en suis encore, mais au bout de quelques jours, j'ai réalisé, mais j'ai dit, mais à Patrick, son collègue, j'ai dit, mais Patrick, mais alors il est venu me dire au revoir. Voilà comment j'ai analysé après. Oui, je comprends, oui. Quelques jours après, je suis même venue à l'enterrement à Toulouse et tout. Oui, comme si c'était son âme, pour ainsi dire, qui était voilà, venue vous voir. Voilà, tout à fait. Et c'était positif, c'était vraiment cette visite, ce visage que j'ai vu avec ces grandes dents blanches. Souriant, oui. Il m'a fait un grand sourire, j'ai vu que les dents blanches, c'est tout ce que j'ai vu. Et alors en plus je vous dis ça, que j'ai vu, je suis malvoyante. Vous vous rendez compte? C'est doublement, je sais pas comment expliquer. Oui, donc vous voyez un petit peu, mais pas... Voilà, je suis très malvoyante, je vois un tout petit peu, mais c'était, il était noir, ça je suis sûre qu'il était noir. Et j'ai vu ces grandes dents blanches, c'est tout ce que j'ai vu. Puis il s'est reglissé sans rien dire, il est reparti. Je lui ai dit, va-t'en. Oui, parce que vous pensiez que c'était un intrus, quelqu'un qui venait vous embêter. Voilà. Oui. Mais en plus, ce qui est vraiment, je dirais pas horrible, je sais pas, je trouve pas de mots, c'est que ça ne m'a pas fait peur. Oui, parce qu'il était amical, de toute façon. Voilà, tout à fait. On me voulait pas de mal. Oui, ça vous l'avez ressenti, oui. Voilà, j'ai ressenti ça, oui. Et vous savez, Louis, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais j'ai beaucoup participé à vos émissions avec Monsieur Lignon. Et je suis quelqu'un qui, si vous vous rappelez, je pressens la mort. D'accord. Vous voyez 15 jours avant ou un mois. Mais c'est souvent et là, vous l'aviez senti, là? Et bien là, je l'ai senti la veille. Même pas la veille, le jour même. Puisque c'est à 5 heures du matin que j'ai fait le rêve et lui s'est tué à 7 heures du soir. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça aussi pressentir? Je sais plus où j'en suis. Ouais. Ça m'inquiète beaucoup parce que ça me perturbe et je sais pas quoi faire et on peut rien faire, je pense. Docteur Bernard Auriol, qu'est-ce qu'on peut dire à Pierrette pour la rassurer que ce n'est pas elle qui est en cause, que c'est peut-être une hypersensibilité qui lui permet malheureusement d'attraper des informations avant les autres et que c'est vrai que ça peut être un phénomène tout à fait perturbant. Oui, c'est perturbant, mais en même temps, c'est le témoignage, pour ainsi dire, de l'affection qui était entre elle et ce monsieur. Et je pense évidemment que c'est plutôt positif que négatif, mais je comprends aussi qu'elle s'en culpabilise, comme on l'expliquait tout à l'heure. Chacun des êtres que nous chérissons, en même temps, il y a des sentiments ambivalents, comme on dit, c'est-à-dire dans l'autre sens, qui sont plus ou moins conscients et qui, à ce moment-là, prennent le pas quand il arrive un malheur sur les sentiments différents. Merci en tout cas Pierrette de nous avoir rapporté ce témoignage plein d'émotions. Nous recevons maintenant, toujours dans le cadre de ce dossier des rêves prémonitoires, Maryse. Bonsoir Maryse. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio Maryse. Oui, bonsoir, moi je vous écoute et puis là j'ai dit les rêves prémonitoires, c'est beaucoup pour moi parce que le dernier il remonte il y a pas longtemps. Et à chaque fois que je fais des rêves, moi, il y en a 2 qui me marqueront à vie. Oui. Le premier, c'est que à chaque fois que je rêve, tant que j'ai pas la solution, toutes les nuits, je vais faire pareil, le même rêve. C'est-à-dire que vous faites un rêve où vous voyez une situation. Ouais. Et tant que cette situation ne s'est pas produite dans la réalité, ce rêve revient chaque nuit. Tant qu'on m'a pas donné la solution, on va dire. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Donnez-nous un exemple. Le lendemain, j'appelle ma mère. C'est bien simple, j'appelle ma mère parce que et puis ça me perturbe. Alors, le premier rêve que j'ai fait il y a plus de 2 ans, c'est une personne qui est morte, parce que moi je sais que la personne est morte. Elle est enterrée, je vois la terre, je sais où il est enterré. Cette personne a été amputée d'une jambe, et la jambe droite, parce que je ressens la jambe, a été amputée d'une jambe, et quand il a été amputé, il est mort avec cette douleur.
Donc, j'appelle ma mère le lendemain, ouais, tu sais, moi aussi je fais des rêves, mais moi ça me perturbe, c'est que moi, que ce soit la nuit ou le jour, je suis toujours dans le rêve. Je me rendors, l'autre nuit après, je vais décrire la terre là où il est, sous terre, moi je me retrouve sous terre. Et coïncidence, on va à un repas, je vais à un repas de famille, et là je vais raconter le rêve. Le monsieur à côté de moi, il a des frissons, il me dit, vous faites comment? J'ai dit, j'en sais rien. Et en fait, ma mère pouvait pas savoir qui il était parce qu'elle avait 5 ans à l'enterrement, et ce monsieur avait été amputé d'une jambe et il est décédé avec ça. Mais c'était qui ce monsieur par rapport à votre mère? Mon arrière tonton. Moi j'ai